Après cette brillante présentation de la directrice du PNUD, représentante spéciale des Nations Unies à l'Union européenne, et puis les précédentes présentations qui ont été brillantes, à mon avis, et qui ont exposé de manière prégnante et de manière assez significative ce thème qui nous réunit aujourd'hui, cette troisième édition de l'APO. Nous avons ici aujourd'hui le privilège et l'honneur de démarrer ces travaux de panel. Madame la directrice, chère ADBC, cher auditoire, personnellement, c'est un plaisir et un honneur de modérer ce panel de haut niveau, le panel de la Fondation Brazzaville. Et à la Fondation Brazzaville, ces questions de multilatéralisme, de dialogue inclusif, de dialogue respectueux, de dialogue qui met au cœur des préoccupations de l'humanité, ont façonné le combat de la Fondation Brazzaville. Du multilatéralisme en crise à un ordre international inclusif, redéfinir le rôle des institutions internationales face à la montée du fameux, entre guillemets, nouveau Sud, tel est le thème qui nous réunit aujourd'hui ce matin. Ça a été dit ce matin, le contexte international est caractérisé particulièrement par une incertitude très forte, totale, et cela nous préoccupe à la Fondation Brazzaville. Et ce que je vous propose, c'est que nous entrions tout de suite dans le vif du sujet par une sorte de question-réponse. Et je m'en vais tout de suite tourner vers ma gauche, à m'adresser à notre président fondateur, dont le combat de la vie et son parcours entier a été consacré en grande partie à cette question, à ce sujet, ces préoccupations d'essayer de rapprocher entre guillemets, des êtres humains qui ne parlent pas ou qui ont des difficultés à se parler, des sphères géographiques qui ont des difficultés à se rapprocher, à se parler, pour poser la question suivante, Monsieur le Président. Dans ce contexte international qui est caractérisé, et comme on l'a dit un peu plus tôt, si on devait procéder à des réformes fondamentales de cette situation qui se transforme jour après jour, eh bien, si on devait réformer ces institutions internationales pour inclure davantage les zones géographiques qui sont sans voix VOIE, sans voix VOIX, comment et en quoi, concrètement, pourrions-nous procéder? Le micro. Voilà. Je crois d'abord qu'il faut procéder sur une donnée qui est le réalisme des situations. C'est-à-dire, vouloir changer les choses, ce n'est pas forcément pouvoir les changer. Bien sûr, nous voudrions tous qu'il y ait un autre membre au Conseil de sécurité, l'Afrique en particulier, avec un droit de veto. Nous voudrions voir ce genre de choses arriver. Mais est-ce que nous pouvons atteindre cette voie sans modifier avant les positions de l'Afrique en particulier? J'essaie de m'expliquer dans le sens que je pense qu'il faut d'abord s'adresser à ce qui est possible de modifier assez rapidement, de manière à amener ensuite les grandes réformes, telles que les réformes du Conseil de sécurité. Les orateurs qui m'ont précédé ont tous parlé des problèmes, ont parlé souvent des problèmes de financement.
Tout le monde sait que le problème de financement en Afrique est un problème fondamental et qu'il faut trouver de nouvelles méthodologies pour financer les entrepreneurs, financer le développement, financer la protection, les actes qui mènent à la protection du climat. Nous avons hérité d'un système de financement, des accords de Bretton Woods, avec deux groupes fondamentaux qui sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Pourquoi ne regarderions-nous pas tout de suite les possibilités de permettre à l'Afrique de jouer des rôles plus importants dans ces institutions financières pour nous permettre après de nous affirmer comme des acteurs importants au niveau du Conseil de sécurité. Nous étions en discussion hier soir avec monsieur l'ambassadeur Abdelrahman Oudada et il me rappelait certaines statistiques. Les Nations Unies, 20% du financement des Nations Unies sont donnés par le Japon. La France participe pour 5%. L'Angleterre a réduit sa participation de 12% à 5%. Comment l'Afrique représente 2% du financement des Nations Unies? Comment, si nous ne sommes pas capables d'augmenter nos participations financières, allons-nous pouvoir prétendre à être membres du Conseil de sécurité? Je pense que c'est dans cet esprit-là qu'il faut regarder les choses et essayer d'abord de voir ce qui est possible à faire avant de s'attaquer à ce qui, dès le départ, sera extrêmement difficile à réaliser. Peut-être ça donne la transition à Madame la directrice du PNUD. Vous avez, dans votre allocution, évoqué les relations qui sont de plus en plus fortes entre les Nations Unies, le PNUD et l'Union africaine. La question de financement, du coup, intervient. Comment est-ce que, dans le contexte où le désengagement qui est connu déstabilise la plupart des programmes spécifiques de développement, mais aussi des programmes spécifiques sur la santé, sur l'éducation, comment est-ce que vous, depuis votre perspective, vous voyez ces relations-là dans l'approche de réformer ces relations internationales? Merci, Monsieur le modérateur. J'espère que ça va si je réponds en anglais, parce que je suis un peu plus précise. Alors, yes, I was actually going to talk about something else, but let me answer your question first. So these reductions are, of course, a shock to the system. The reductions we see from the US aid, which are still not clarified. So we actually are not very clear on what it is we are going to have to close down. In the meantime, we have to close down because money flows have stopped. But as the Secretary General said last week as well, of course, this is a very dramatic change for the system, but the system, the UN system or the international organizations, they can shrink and they can expand depending on the funding available. That's not the problem. Yes, it's uncomfortable in a short period of time where we have to adjust, we have to lay off thousands of people, etc. The real problem are all the beneficiaries and the people we serve that will no longer get their HIV/AIDS treatments, that will no longer have the vaccines that have almost eliminated polio and other deadly diseases, etc., and that do not respect any boundaries. So we are, that is what we are focusing on and seeing how can we adjust the system in a way where we maximize then what we have left to address these problems. But so this is a thing that is ongoing at the moment, and the Secretary General also launched an initiative called UN80 last week, the week before that, 2 weeks ago almost, in order to reform the system in this new reality. Because the shock from the US is massive because it's such a big amount, but we also see reductions that you mentioned from other
donors on the overseas development aid. And here we are looking at reviewing the mandates that we have in the UN, where we have thousands of mandates to do thousands of tasks that many don't pay attention to, so we have to clean that up. And then finally, and here, will be very important to get all member states in the United Nations to support this initiative, to look at the structures within the system. Where can we make changes that will make the system more efficient in the future, i.e. merging organizations, changing the shape of some organizations, etc. So that will be a process that will now be initiated. The first phase will be looked at the end of July, which is the mandates review, and then the whole discussion on structural changes will have to take place in the General Assembly with member states. And here the Secretary General is really hoping for support from member states to take these decisions that need to be taken now. And in that order, and this is where my original point comes to, is that we also have to look at, of course, the reform of the Security Council and other international organizations to increase the representation, especially of Africa. The Secretary General himself has been pushing very hard for the African representation in the Security Council, and it is widely accepted now that this is, a thing that needs to happen in the membership. So that he's pretty hopeful that that can be a reality within a relatively new future. But we also need to have better representation in the international financial institutions, where the decisions about financing are made, and where the criteria for lending are made, and where the rules and mechanisms for addressing debt relief are also addressed. And these are urgent changes that need to happen, where again, the institutions are now, or the international financing institutions are looking at this, and how we can increase the representation and also ensure that the financing flows more easily. Because the money is there. We know the funding, or not the funding, but the money, the financing is there. ODA can only be a catalyst. That was the one I spoke up before, where we as UN, with that voluntary funding from ODA, can support these mechanisms and leverage the financing that is needed. And that is where the big scaled up volumes need to happen from in order to address these problems. So this is a high priority for the UN system. It's something we advocate strongly for, and we have the Financing for Development 4 conference happening in Seville this summer, where many of these questions will be addressed, and where our work from the UN side has been to set the ambition level high. We know that overseas development aid is in a downward trend because of challenges on other expenses such as defense, especially for the European countries at the moment. So we need to use these better to leverage financing from the international financing institutions and private sector, not least. In the UN, we play with about the calculation that for every dollar of ODA, we can actually raise around $7 to $10 in financing. So ODA is incredibly important for being the catalyst. So we will continue to advocate to maintain as high ODA levels as possible, but the real money has to come from the IFIs and private sector, and creating the conditions, enabling the guarantees and the governance in countries so that there is an attractive investment environment. I'll stop there. I've spoken far too long. Sorry. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Nous savons que vous avez un engagement et vous devez nous quitter à 11 heures. Vous êtes excusé d'avance. Peut-être, avant de procéder aux questions que j'ai pour les autres panélistes, nous avons l'intervention de Dr Najat Maala-Mjid, qui est ministre de planification d'Égypte. Et je demande à la technique, si tout est en place, si nous pouvons l'écouter. Ça prend... Oui ?
Ladies and gentlemen, esteemed panelists, distinguished guests. It's a pleasure to speak to you today at this important gathering, and I commend the African Political Outlook for organizing such a timely discussion on how international institutions can reshape North-South relations amid shifting global power dynamics. As we navigate an evolving geopolitical landscape, it is clear that the traditional structures of global governance no longer reflect the realities of today's world. The rise of the New South is not a trend, it's a structural transformation. By 2025, these emerging economies will account for 44% of global GDP, demonstrating their growing influence. However, this shift has not been accompanied by proportional transformation in global governance structures. In the International Bank for Reconstruction and Development, for example, developing countries constitute approximately 75% of the membership, but hold only 40% of the voting power. For developing nations, this is not an abstract issue. Our economies are growing, our populations are young and dynamic, and our resources are vital to the global economy. Yet we remain burdened by structural inequalities in the international financial system. The cost of capital for African nations is often several times higher than that in developed economies. Even when international benchmarks for governance and transparency are met, financing remains scarce and expensive. Many of the IFIs have recently announced a series of changes to their voting structures, aiming to rebalance the global financial architecture and ensure that developing economies have a stronger voice in shaping international economic policies. We need international financial institutions that serve all nations fairly, not just the global north, as called upon via the Pact of the Future. Institutions like the IMF, the World Bank must reform their governance structures to give the global south a true voice at the table. I would like to emphasize today, as unsustainable debt levels and high growing and borrowing costs continue to limit fiscal space and economic development in developing nations, how do we guarantee their proportionate participation in global governance and reshape North-South relations? While recent reforms mark progress towards a more inclusive financial system and greater private capital mobilization, they remain insufficient to ensure justice and equity in the international financial architecture. As such, I'm taking this chance to echo that just financing shall be at the heart of our thinking. This is important to highlight because just financial institutions must go beyond providing loans. They must create avenues for just financing. By leveraging blended finance instruments, risk-sharing mechanisms, public-private partnerships, the international financial system will provide an environment that is conducive to unlocking significant funding for infrastructure, climate adaptation, and economic transformation projects in the global south. Egypt, in recognition of its regional and global leadership role, is pleased to have contributed to the very important global conversation on just financing and building just financial institutions by introducing the Sharm el-Sheikh Guidebook for Just Financing during our presidency of COP27. By identifying key barriers to private investments and presenting solutions, the guidebook contributes to filling the information gap for both national governments and investors to reduce the risk and uncertainty associated with climate investments. However, renewed multilateralism must also extend beyond governments. The private sector, civil society, young leaders have critical roles to play in shaping the new order. We need blended financing models that unlock private capital for public good. We need regulatory frameworks that support businesses and entrepreneurs in developing nations. As we need global platforms where voices from the global south, from governments to grassroots organizations, are heard and valued. As I close my intervention in today's panel, I would like to remind you all that it is time to move beyond the rhetoric of inclusion to the reality of power sharing. The transformation of North-South relations will not come from incremental change. It requires bold actions and shared responsibility. I hope that my remarks today will inspire meaningful dialogue among stakeholders, driving us towards more inclusive and equitable solutions that create a better future for all. Thank you very much. Dr Najat Maala Mjid, qui est ministre de la planification, du développement économique et de la coopération internationale d'Égypte. Merci. Et du coup, ça nous amène à ma gauche, son Excellence, Monsieur le ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, et à une particularité, ancien représentant des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Vous avez eu un parcours qui a été à cheval entre institutions internationales, mais aussi dans les responsabilités ministérielles d'un de nos États. Quelle est votre vision en termes de perspective? Êtes-vous ou non confiant
par rapport à ces incertitudes qui s'annoncent à tout va. Amidou Ould Abdallah. Et c'est bon, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup. Très bien. D'abord, vraiment, je suis très content d'être invité par le président de ce forum et surtout content de la tenue de ce forum dans le contexte actuel. J'ai eu la chance de grandir, comme je l'ai dit, dans mes mémoires pieds nus à travers le désert, d'avoir fait l'université en Europe et aux États-Unis, servir dans mon gouvernement, mais aussi à la Banque mondiale pendant 10 ans avec Robert McNamara et secrétaire général adjoint des Nations Unies avec Ban Ki-moon, Kofi Annan, et d'être avec vous aujourd'hui. Et par tempérament, je suis optimiste. Et pour la première fois dans ma vie, je doute de l'optimisme et de pourquoi je suis content d'être à cette conférence. C'est la première fois dans ma vie que je vois des choses que je n'ai pas connues, les pays occidentaux divisés. D'habitude, ils étaient unis pendant mon parcours, c'est quand même plus de 50 ans, où il y a ce qu'on appelle l'Occident face à l'Est. Et aujourd'hui, face à tout ça, il y avait ce qu'on appelait le tiers-monde ou le sud du globe. Tout ça est perturbé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis, bien que par tempérament optimiste, je suis très... je m'interroge où est-ce que nous allons, parce que tout ce que j'ai connu est en question. Et je m'adresse surtout à la salle où il y a beaucoup plus de jeunes qui ont l'air à venir devant eux. Et où est-ce que nous allons? Donc les réformes dont nous parlons, que ce soit le Fonds monétaire, la Banque mondiale, les Nations unies, sont sous la menace de guerre. C'est la première fois, par exemple, pour quelqu'un comme moi qui a été étudiant en France, qui a servi un peu partout, de voir le Royaume-Uni non aligné sur les États-Unis ou vice-versa. C'est la première fois. Bon, il y avait les Européens, en particulier les Français, qui n'étaient pas avec les États-Unis ou des doutes ou l'Allemagne, mais c'est la première fois que je vois des choses, la première fois dans ma vie. Londres, plus avec Londres, Berlin qu'avec Washington. Et ça existe partout. Et je préfère vous parler concrètement. Par exemple, Washington et Moscou se rencontrent pas en Islande, pas au Groenland, mais en Arabie Saoudite. C'est des choses. Et tout ça est connu de tout le monde. Il ne faut pas attendre le journal Le Monde, ou le Figaro, Herald Tribune ou le Time. Mon jardinier à Nouakchott, qui ne sait pas lire, il le voit sur Internet. Donc tout est communiqué. Il n'y a plus les spécialistes qui analysent. Ils sont là, heureusement. Mais il y a aussi l'homme de la rue qui connaît tout. En Afrique, on a un avantage qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Les gens passent beaucoup de temps sur Internet à s'informer ou à être désinformés. Ce n'est pas important. En tout cas, ils sont au courant. Ils sont au courant et on ne peut pas les ignorer. Donc, il y a une vraie révolution à tous les niveaux. Et je remercie vraiment les gens qui m'ont invité, mon compatriote ici et vous, le président. C'est un contexte extraordinaire. Comment on va s'en tirer? Comment on va s'en tirer? Alors, sur le fond, le fond de Conseil de sécurité, tout le monde parle de réforme de ce Conseil de sécurité, de l'Assemblée générale. Il faut quand même qu'il y ait beaucoup plus de réalisme. Les Nations unies sont financées à plus de 30% par les États-Unis, même s'ils en tirent beaucoup d'avantages, ce qui est normal. Et en dehors des nations des États-Unis, je ne vois pas où pourraient être installées les Nations unies. Quand les Allemands ont décidé de rejoindre Berlin, ils ont donné Bonn à New York. Ils ont dit aux Américains, on vous donne Bonn pour tous les sièges. Et beaucoup de conservateurs américains disent toujours qu'ils n'aiment pas les Nations unies. On pensait qu'ils allaient accepter. Non. Ils ont dit tout sauf ça. Les Nations unies doivent rester à New York. Donc c'est aussi une surprise pour nous.
Bon, il faut dire que la ville de New York soutient beaucoup les Nations Unies. Mais la future représentante permanente des États-Unis à l'ONU a dit qu'elle est contre les Nations Unies. Et un groupe de sénateurs républicains veulent quitter les Nations Unies. Peut-être c'est un bluff, mais il ne faut jamais négliger totalement ce que disent des élus, surtout aux États-Unis. Ils sont élus pour 2 ans, donc ils sont toujours en campagne. Il ne faut pas élus sérieusement. Donc, même s'il n'y a que 50% de gens qui votent, ils sont quand même élus. Et quand ils disent quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Les sénateurs sont élus pour 6 ans et j'ai vu des gens qui veulent quitter. Donc, nous sommes dans un contexte où cette conférence doit être prise au sérieux et remercier les organisateurs. Pour ma part, donc, je pense qu'il y a des problèmes sérieux de paix et de sécurité, particulièrement dans ma région de Sahel. Et je ne parle pas d'Afrique, je parle du Sahel, où nous sommes pris en étau entre l'Afrique du Nord et le Golfe, où ce qu'on appelle les islamistes font du terrorisme, ce qui est vrai, mais ce qui m'embête, c'est que j'ai servi 3 ans en Somalie où il y a des terroristes, dans un pays où les gens ont la même religion. Les Somaliens sont 100% musulmans. Ils parlent la même langue, donc il n'y a pas de tribus. Ils parlent la même langue. Il y a des clans, bien sûr, il y a des tribus, mais je veux dire, basés sur la même langue. Mais la guerre a duré, et mon expérience de gestion des conflits, quand une guerre dure longtemps, elle devient un business. Par exemple, j'aime bien les Somaliens, je travaille avec eux jusqu'à présent. J'étais à Bakou la semaine passée avec un ancien président. Mais au Yémen, comme en Afghanistan, comme en Somalie, ces guerres durent depuis 30 ans. Elles deviennent un business. Et ma hantise, c'est que ce qui se passe en Libye, ce qui se passe au Soudan à côté de lui, plus ces conflits durent, plus ils deviennent des activités économiques que les gestionnaires ne veulent pas régler. Et j'ai vécu ça comme représentant spécial au Burundi. Il y avait des petits conflits à Uvira, petit village à côté de la frontière. Ça dure depuis 1993 et ça se développe. Et l'exploitation et le raffinement d'or durent. Donc, Monsieur le Président, je ne vais pas être long, mais les crises qui durent, les réformes des institutions, il faut en tenir compte, surtout à l'ère de communication de masse rapide et populaire. Et je vous remercie vraiment pour cette réunion. Il n'y a pas de doute que les institutions internationales doivent être revues. Elle a été faite, la réforme du Conseil de sécurité, presque clandestinement en 1965. Le Conseil de sécurité avait 9 membres à Yalta. En 1965, avec l'arrivée d'Africains à l'indépendance, on a augmenté le nombre à 15, mais sans droit de veto. Et les vrais opposants du droit de veto, c'est entre le Japon, le Brésil, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et je ne voudrais pas que nous, Africains, soient mis en avant pour nous battre. Je ne le dis pas, je l'ai écrit. La vraie réforme, c'est en Amérique latine. Est-ce que c'est le Brésil, l'Argentine ou le Mexique? Le Brésil fait partie des BRICS. En Europe, la France et l'Angleterre, oui, succession de la Deuxième Guerre mondiale, mais l'Allemagne paye 2 fois plus que la France et l'Angleterre réunies. Le Japon paye 20% du budget. Mais est-ce que la Chine va accepter le Japon membre permanent? L'Inde a la bombe atomique, elle va être au Conseil de sécurité, et le Pakistan dit, mais moi j'ai la bombe. Pourquoi nous, Africains, on va être sur le front? Il faut réformer. Ceux qui payent, ceux qui se battent doivent discuter. Je ne dis pas que nous devons rester silencieux, mais on ne va pas être leur tirailleurs. Merci. Bravo, bravo. Bravo.
Merci beaucoup. Et nous avons vu, Monsieur le Premier ministre Albert Pahimi Padaké, nous avons vu que les institutions de référence sur ces questions sont mises à mal. Des régions, et Monsieur le ministre vient de le souligner, des régions entières sont déstabilisées, soit sérieusement secouées. Des populations sont laissées sans voix VOI et voix VOX. Depuis la perspective, vous, gouvernementale, avec les mouvements que vous avez connus, comment est-ce que vous analysez cette situation et surtout quelles pistes vous voyez comme qui pourraient se dégager et nous donner un peu plus de lueur? C'est bon. Ah, ok, merci. D'abord, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs de ce sommet et surtout d'associer ma modeste personne à ce débat. Je répondrai à cette question en me focalisant justement sous l'angle africain. Mais avant cela, je veux me permettre une digression témoignage parce que je suis très heureux de partager ce panel avec mon aîné, Ould Abdallah, qui est ici à ma gauche. Nous nous sommes connus pour la première fois le 30 octobre 2014 à Abidjan, dans un séminaire organisé par l'Organisation internationale de la francophonie sur le thème « Les transitions politiques en Afrique ». Pendant que nous étions en salle comme maintenant, s'est déroulé sur nos téléphones le départ de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir par la rue. À la pause, on échangeait avec monsieur l'ambassadeur, monsieur le ministre, et je lui disais, grand frère, j'espère que pour une fois, le départ de Blaise Compaoré sous la pression de la rue va alerter nos chefs d'État et ramener le respect du droit et de la démocratie en Afrique. Et quelle réponse m'a-t-il donnée? C'est pour ça que je fais cette digression. Il me dit, petit frère, rien ne changera. Parce que la différence entre nous en Afrique et les autres peuples du monde, notamment occidental, c'est que nous avons été dans les mêmes écoles, nous avons les mêmes diplômes, mais quand l'occidental arrive au pouvoir, ses conseillers sont ses conseillers officiels. Mais chez nous en Afrique, les conseillers officiels au bureau disparaissent à la fin de l'heure. Le soir, c'est un neveu semi-analphabète, un cousin analphabète qui deviennent les vrais conseillers du chef de l'État. Et ceux-là viendront dire à nos chefs d'État que ce qui s'est passé au Burkina ne se passera jamais chez nous. Et c'est ça qui va être retenu. Voilà pourquoi je raconte cette digression pour dire, nous parlons de l'Afrique comme une Afrique légendée, unie, homogène. Je pense que parlons d'une Afrique qui est en quête de son unité, qui a un niveau de développement épars, qui a ses défis de sécurité. Une Afrique par zone de développement, par État, est une Afrique diverse. Elle n'est pas aussi unie, elle n'est pas unique, elle est diversifiée. Il faut qu'on l'aborde comme telle. Tout le monde l'a relevé et je veux le réaffirmer. Le multilatéralisme en crise aujourd'hui, en réalité, est un multilatéralisme qui a été conçu en dehors du continent africain, en 1945. Nous n'étions pas là, il n'y avait pas de souveraineté comme sujet de droit international. OK. Aujourd'hui, cette crise nous impacte, mais ne parlons pas seulement de la crise de
de l'unilatéralisme au niveau mondial seulement. En Afrique, nous avons nos crises du multilatéralisme. D'abord, quand vous regardez ce qui se passe dans notre sous-région Sahel, le départ des 3 États de la CEDEAO, ce n'est pas le multilatéralisme sous-régional qui est en crise, mais c'est la crise des États membres qui impacte le multilatéralisme sous-régional. La question qui se pose aujourd'hui, à l'aune des enjeux africains dans le cadre de cette crise, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Le Mali, le Burkina et le Niger ont quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO a condamné les coups d'État. Que fait-on? Est-ce que les organisations internationales, les organisations sous-régionales doivent-elles, pour préserver leurs membres récalcitrants, les ménager, doivent-elles abandonner les valeurs qui fondent le multilatéralisme, à savoir la démocratie, les droits humains? Qu'est-ce qu'on fait? Les luttes d'influence des puissances favorisent aujourd'hui la crise du multilatéralisme en Afrique, puisque lorsque un pays abandonne les valeurs qui fondent le multilatéralisme, il trouve dans le concert des nations des puissances, notamment émergentes, qui cherchent à prendre la place de l'ancien monde, comme on l'appelle, et qui tournent le dos aux valeurs qui fondent la démocratie et les droits de l'homme. Que fait-on pour que l'Afrique, tout en revendiquant sa place dans le concert des nations, puisse rester dans le cadre d'une société commandée par le droit? Nous sommes en train de quitter jour après jour le monde gouverné par la loi et par le droit pour les plus forts, dont les régimes de fait. Je termine en disant, aujourd'hui, sur notre continent monte une revendication qui paraît légitime de souveraineté, de souverainisme. Mais attention, comment revendique-t-on la souveraineté nationale opposable aux États tiers sans respecter à l'intérieur la souveraineté mère, celle des peuples, puisque la revendication souverainiste actuelle n'est pas montée de la base par des élections libres et crédibles, mais par des régimes de fait occasionnés par des coups d'État. Est-ce que cela recouvre la réalité profonde des revendications des peuples africains? C'est un questionnement qui est important. Sinon, on risque de rester derrière le voile des manifestations orchestrées sans connaître la réalité des revendications des peuples africains. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, cher Albert. Eh bien, docteur Moniba, nous avons vu, du point de vue des institutions, du point de vue du vécu des États, et des gens qui ont réfléchi sur la perspective à donner du point de vue africain, il y a un autre acteur, ou plutôt un autre paquet d'acteurs de la société civile, en l'occurrence les organisations de la société civile, les organisations régionales, la CEDEAO a été mentionnée. Depuis vous, en tant que président d'une fondation agissant sur le terrain social, sociétal, dans la perspective de réformer cette Afrique, vous, de ce point de vue-là, quelle est votre vision dans cette réforme souhaitée des institutions internationales de manière à inclure correctement et totalement
le rôle prépondérant joué par les organisations de la société civile. Allow me to speak in English because I know no French at all. So, but you know, and thank you very much for the invite and for that question. What I do want to say, and I want to bring something up. You know, I'm from Liberia, and you know, in Liberia we say when you want a true partnership, you walk in like this and not like this. We understand that, right? You walk in with something in your hand to provide, to give, not with your hands out. And so I bring that up simply because when we talk about institutions or the African Union or the partnership that we do want at the United Nations, and you brought up an excellent point, the fact that Africa only contributes 2% to the United Nations. We will never be seen as a true partner if that continues. You cannot be a beggar and want equality. And so I think this is the difference that we have a lot of times when we talk about, oh, we are the new South, we want equality. You know, I'm a student and a scholar of realpolitik, which everybody knows is essentially power trumps ideology. And never once will somebody overlook their own interests for your own interests. In politics, the United Nations, to me, in my opinion, is a political body. ECOWAS, that you talked about, is a political body. And so we have to be very clear and conscious about that as Africans. If we want equality, we also must be able to bring something to the table. That's the only way, no matter what we say, that we are the new South. And so, you know, before I go to civil society and talk about that, I ran for president in Liberia 2 years ago. And the whole idea was simple. The new generation of Africans have to think differently. We have to be able to, if we want to be seen as equals, we have to act as equals. We cannot, you know, for even when you look at African Union, for example, and you go to Liberia, are we up on our dues? If we're not paying our dues on time, can we really walk in the room and demand equality? If we want development, if we want support from the IMF and everything else, are we paying our dues? Are we part of the solution and not necessarily only bringing problems? And so this is what we have to be able to think about and talk about. So even when you look at the civil society standpoint, once again, what are we trying to achieve? Because civil society in our various countries is also like, you know, the 50 plus African countries that we have. We all want to see development. We are not happy with the Africa that we have. Obviously, for many instances, the governments, a lot of governments in Africa, I won't say all, but a lot of the governments in Africa are not doing what they're supposed to be doing. That's why civil society is so important in countries and on a continent like Africa, to do what is not being done for us. But again, if we continue to go to the government, if we continue to go to the World Bank, if we continue to go to the United Nations with our hands open and not with something, then we will never have true equality. Let's look at the natural resources that we have on our continent. Let's look at the illicit flows that are leaving Africa. Just that alone can make us true partners. Even when we look at the African Union, granted, we are very appreciative that China built the African Union. But let's think about that. The African Union headquarters was built by China. What equality can we demand? What partnership can we demand? It will be non-existent. Even the African Union right now, some of the operations is funded by the United Nations. What autonomy do we want? And so I bring this up to say we should look at our countries very similar to what civil society organizations do in respective countries. If we want to be able to claim and demand true partnership, true equality, we have to bring something to the table. And so that's why when I started, I said realpolitik. What is realpolitik? Never once, the last thing I'll say is, you know, I did my dissertation on the fact of how
do people from different ideologies and different religions and different countries decide on one topic or one agreement? And it's always important to know who wrote the terms of reference. Mm-hmm. Whoever writes the terms of reference decides basically the future of that organization. Let's look at the United Nations. Who wrote the terms of reference? Africa was not in the room. Why do we have permanent membership? It's because they will protect, regardless of the United Nations, they will always protect their own geopolitical interest. So again, yes, we should talk about, reforming the Security Council, which Liberia is going to be up for this year, and I hope we get it. But if we want to have a seat at the table, we have to be part of making the table, mm-hmm. and not just waiting and asking, please give us a seat. We have to make our own seat and take the seat there and sit down. That's the only way we'll be able to get true partnership and equality. Thank you. Bravo. Nous avons vu une perspective de la jeune génération d'acteurs de la société civile, de politique aussi, et nous tendons vers la conclusion de ce panel. Je me tourne vers notre président fondateur, Jean-Yves Olivier. Eu égard à votre expérience africaine, si vous aviez un mot à dire par rapport à cette nouvelle notion qui est introduite, qui fait référence à ce que disait Senghor, le fameux rendez-vous du donner et du recevoir, qu'apporte l'Afrique dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, quel serait votre takeaway que vous nous laisserez ce matin? Le micro. Excusez-moi. J'étais assez séduit, excusez-moi, par ce que vous avez dit tous à cette table, c'est-à-dire ne rêvons pas. Soyons réalistes et d'abord essayons de prendre notre vraie place, que l'Afrique prenne sa vraie place pour demander demain qu'on la reconnaisse comme telle. Ne créons pas l'illusion d'une Afrique totalement unie, unifiée, sans conflit, qui peut s'asseoir à la table du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Ça, il faut être réaliste. C'est quelque chose qui ne va pas arriver demain. Donc, travaillons à être respectés, à ce que l'Afrique soit respectée. Et la meilleure façon pour que l'Afrique soit respectée, c'est qu'elle prouve elle-même, à l'intérieur même de l'Afrique, qu'elle est capable de penser à sa population, aborder les problèmes de progrès et de liberté, et comme disait Monsieur le Premier ministre, respecter la démocratie telle qu'elle a été, qu'elle a commencé à balbutier en Afrique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, quel serait votre mot de conclusion dans cette perspective, ce constat qui a été formulé par tout le monde? Merci beaucoup. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Oui. Non, je suis très content, comme je l'ai dit, d'être à cette réunion dans ce contexte qu'il ne faut pas oublier, dominé par des crises, je ne veux pas dire des guerres mondiales. Ce qui se passe actuellement, je n'ai jamais pensé que Russes et Américains allaient mettre l'Europe un peu de côté et se réunir, par exemple, en Arabie Saoudite. C'est des choses qui sont extraordinaires, que je ne condamne pas, que je respecte. Enfin, mon point de vue n'est même pas important, c'est des faits. Donc, ça rend optimiste que ça peut arriver chez le continent africain, qu'il y a un avenir. Il y a des pays qui s'en tirent bien, il faut continuer, mais il faut tenir compte du contexte actuel. Le côté uniquement militant ne suffit pas, il est important, il mobilise, mais il faut tenir compte des faits, des réalités, consolider les unités nationales en particulier,
mettre fin à des guerres qui n'intéressent presque personne. Je parle en particulier au Sahel et au Soudan, ou des guerres chroniques comme celle de Somalie. Et de plus en plus, la Libye, on n'en parle pas, c'est des hauts et des bas. Et je ne suis pas marxiste. Les marxistes disent qu'il y a toujours un peu le côté économie derrière, mais ils ont raison sur ce plan. Donc, voilà. Donc, je suis optimiste. Je pense qu'on va s'en tirer, mais il faut qu'on soit réaliste, qu'on associe nos gens et qu'on renforce les points forts qui existent chez nous. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, je pense souvent à Dakar et Côte d'Ivoire, qui sont des pôles qui ont toujours été pôles d'accueil pour les réfugiés, les exilés de la région. Tous les gens de la région, c'est à Dakar qu'ils retrouvent le minimum de paix et de liberté, ou à Abidjan. C'est des économies. J'espère que les régimes en tiendront compte, ne tâcheront pas de faire des révolutions. Merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, votre mot de conclusion en 1 minute. Bon, je dirais 2 mots. La première chose, c'est que la montée des souverainetés en Afrique aujourd'hui ne doit pas rimer avec la négation du droit sur le continent. La deuxième chose, c'est que l'inclusion recherchée du multilatéralisme doit certes inclure le Sud global, les États, mais surtout inclure les peuples avec leurs attentes. Et cela peut se faire à travers des acteurs non étatiques que sont les fondations, les ONG et autres. On ne peut pas continuer à faire un multilatéralisme qui intéresse uniquement les États avec leurs égoïsmes au détriment des populations qui attendent. Je vous remercie. Bravo, merci. Docteur Clarence Moniba, la parole vous revient pour nous dire votre mot de conclusion dans cette perspective de lueur qui se dégage. Once again, I'll do English this time. All right. I like to get the crowd involved, and in Liberia, when we want to work together, which all African countries must, if we want equality, we say "Bati o Bati," and then the crowd says "Bati." So you'll have to join me now. So you ready? Bati o Bati. Bati. No, that was very poor. We got to do a lot better. Bati o Bati. Bati. It's a little bit better. But that means that we are willing to walk, work, and thrive together. And that has to be the idea if we as Africans are going to be seen as equal. When you look at the civil service, I'm up here now, not as a politician, but as somebody who is representing civil society. And so I have to make my pitch for my foundation. That's okay, right? Yeah, I have to make my pitch for my foundation. Moniba Foundation, which obviously operates in Liberia, looks at women empowerment, it looks at scholarships, it looks at how do we truly transform the young people of Liberia, which we have one of the youngest populations in the world. But even when you look at Africa itself, it also has the youngest population in the world. And so what we now have to be able to do, I take it back. How do we walk in any room like this with something in our hands as opposed to always walking in like this? Once we do that, the trajectory of Africa will change. Thank you very much. Bravo. Eh bien, moi, je suis l'un des hommes les plus heureux probablement ce matin d'avoir eu l'occasion et l'opportunité, la chance d'assister et surtout de modérer un panel qui sied vraiment à son appellation, un panel de haut niveau, puisque le débat a été véritablement de haut niveau. Et je vous remercie tous et toutes. Malheureusement, la directrice est partie. Mais je tenais à conclure, moi aussi, de mon point de vue, avec un mot sur la Fondation Brazzaville, puisque nous parlons des questions qui nous motivent, qui nous donnent un peu comment dirais-je, d'optimisme.
Il y a lieu d'être optimiste et c'est pour ça que la Fondation Brazzaville se bat sur le terrain. C'est une fondation anglaise, bientôt en Suisse aussi, mais qui travaille essentiellement en Afrique sur 3 piliers. Ces piliers sont celui qui nous a occupé ce matin, mais il y a aussi un autre pilier qui n'a pas été abordé parce que ce n'est pas le thème, c'est le pilier de l'enjeu et du défi climatique. Mais enfin, le véritable pilier qui nous motive et qui nous fait bouger en ce moment, c'est la santé. Et à l'intérieur de la santé, nous nous préoccupons particulièrement à ce fléau qui fait mal à l'Afrique, qui est la lutte contre la prolifération des faux médicaments en Afrique. C'est 1 million de morts par an en Afrique. C'est 1 médicament sur 2 en circulation en Afrique. Dans certains cas, ça monte jusqu'à 72-73% des médicaments, entre guillemets, qui circulent dans un état donné. Et donc, ce sont des choses qui tuent à longueur de journée. Et je tiens véritablement à saluer le fait qu'un jour, Jean-Yves Olivier ait décidé de dédier une partie de sa vie à ça, parce que véritablement, il faut aussi que la jeunesse, que l'Afrique, que la classe dirigeante africaine adresse aussi ces questions fondamentales depuis l'Afrique, pour l'Afrique et par les Africains. Voilà. Merci.